Bonjour, ici Thierry Simard. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de l'impact du COVID sur le club de patinage de Plessisville, de la renaissance du soccer au Québec, de la saison des Cougars de Chicoutimi, de la Ligue de cross à Saint-Eustache et des entraîneurs Une force de l'ombre. Mais tout d'abord, nous allons débuter avec Jérémy Corriveau qui va nous parler du Challenger Banque Nationale. Bonjour Jérémy. Bonjour Thierry. Alors, quand est-ce que le tournoi a eu lieu? Alors, le Challenger Banque Nationale de Saguenay a eu lieu du 16 au 23 octobre au club de tennis intérieur Saguenay. Quelles sont les améliorations que le Challenger de Saguenay ont apportées cette année après 3 ans d'absence? Alors, lors de mon entrevue avec le directeur du comité organisateur, Jean Delisle, celui-ci m'a avoué qu'il y a eu beaucoup d'améliorations du côté des installations ainsi que des infrastructures et que celles-ci sont à leur meilleur actuellement. Quelle était la principale inquiétude du directeur du comité organisateur pour cette édition 2022? Alors, Jean Delisle m'a raconté que sa principale inquiétude était du côté des bénévoles. Il se demandait s'ils allaient revenir après 3 ans d'absence. Et finalement, la majorité d'entre eux sont revenus. Et il y a aussi des nouvelles personnes qui se sont ajoutées à l'équipe. Et cette année, il y a une centaine de bénévoles qui étaient présents pour s'assurer du bon traitement de toutes les joueuses. Et quelle femme a remporté cette nouvelle édition du tournoi? C'est l'Indienne Carman Kaur Tandy qui a remporté le tournoi contre l'ancienne championne de 2018 en 3 manches, la Canadienne Catherine Sebov. L'athlète de 24 ans est la première Indienne à avoir soulevé le trophée au Saguenay. Et finalement, qui est venu visiter le tournoi durant les demi-finales? Nous avons eu la visite de la nouvelle directrice de l'Omnium Banque Nationale de Montréal, Valérie Tétrault, et celui qui lui a cédé ce poste, Eugène Lapierre. Ils ont tous les deux adressé quelques mots à la foule samedi lors des rencontres de demi-finale. Tétrault s'est rappelé de son passage au Saguenay en tant que joueuse après sa défaite en 2006 lors de la première édition du Challenger face à la tenante de 3 titres du Grand Chelem, Angélique Carbard. Alors maintenant, nous allons parler de l'impact de la COVID sur le club de patinage artistique de Plessisville avec Marion Carré. Bonjour Marion. Bonjour. Alors tout d'abord, la saison de patinage artistique vient tout juste de commencer. Quels ont été l'impact de la pandémie sur le club de patinage artistique de Plessisville? Bon, on sait que la pandémie a influencé beaucoup la vie des gens ces dernières années. Donc, j'ai discuté avec Mme Judith Martel, la présidente du club de patinage artistique de Plessisville, et elle m'a affirmé que du côté du club, c'était vraiment au niveau de la clientèle qui avait diminué suite à la pandémie. Donc, en effet, il y a beaucoup moins de patineuses suite à la pandémie. Il y a un programme en particulier qui est en bonne posture pour le CPA, et si oui, quel est-il? Oui, effectivement. Donc, c'est le Patinage Plus. Donc, c'est un programme qui est pour les patineurs d'environ 5 ans qui souhaitent apprendre à patiner. Donc, ce programme-là profite d'une glace comble pour cette saison. Malgré les désagréments, le club s'est certainement retroussé les manches. Oui, effectivement. Donc, toujours selon la présidente, le club a dû faire preuve de beaucoup de persévérance et beaucoup d'adaptation aussi. Donc, un exemple positif de ça, le programme Star a continué d'offrir ses services à ses patineuses pendant la pandémie, tout en respectant les restrictions gouvernementales. Pour les compétitions, comment ça s'est passé au retour? Ça s'est plutôt bien passé. Les patineuses ont déjà quelques médailles dans leur trousse. Donc, il y a aussi une brillante représentation à l'international à Ottawa. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, là. Qu'est-ce que le retour des épreuves représente pour le CPA? Évidemment, une grande fierté pour tous les responsables, les entraîneurs et aussi les patineuses. Et à quoi le club peut-il s'attendre pour cette saison post-COVID? Évidemment, une saison complète pour motiver et encourager le plus possible ces patineuses. Merci Marion pour ton intervention. Alors maintenant, nous allons parler de la renaissance du soccer au Québec en compagnie de Louis Chevalier. Bonjour Louis. Bonjour Thierry. Alors premièrement, qu'est-ce qui se passe avec le soccer au Québec? Eh bien, on peut voir qu'à travers les dernières années, autant au Canada qu'au Québec, il y a une grande évolution de la popularité du soccer qui s'est installée ici. Et cette popularité-là est quand même étonnante, étant donné que nous, au Canada, on est plus intéressés à propos des sports d'hiver, comme le hockey et le ski. Tandis que si on se compare au Brésil, ils sont plus intéressés à des sports d'été comme la course à pied ou encore le soccer. Et une des raisons qui pourrait expliquer cette augmentation de popularité-là, ça pourrait être les performances de nos athlètes canadiens masculins et féminins qui pourraient
inspirer nos jeunes à pouvoir se pousser dans ce sport. Et est-ce qu'il y a une différence de préférence entre les jeunes garçons et les jeunes filles? Malheureusement, oui. On voit que c'est plus difficile pour les jeunes joueuses de soccer qui ont de la misère à percer dans le soccer féminin localement. Et une des raisons pourrait être qu'ils ont de la misère à pouvoir s'intégrer dans leur équipe. Mais, selon Romy Lompré, une ancienne joueuse de soccer des Carabins de Montréal, une des solutions pourrait être de mieux diriger et enseigner aux entraîneurs des équipes féminines pour mieux les comprendre et les aider à persévérer dans ce sport. Et est-ce qu'il y a une énorme différence entre l'Amérique du Nord et les autres continents? Encore une fois, selon Romy, la grande différence en Amérique du Nord et, par exemple, l'Europe, c'est que nos athlètes locaux arrivent rapidement au haut de l'échelle des organisations sans avoir le même niveau que les athlètes européens. Et pour arriver à ce niveau-là, il faudrait peut-être ajouter plus de défis et d'étapes additionnelles qui permettraient aux joueurs de mieux évoluer dans ce sport-là. Merci Louis pour ton intervention. Merci à toi. Alors maintenant, nous allons parler de la saison des Cougars de Chicoutimi avec Ryan Aubin-Blackburn. Bonjour Ryan. Bonjour. Alors tout d'abord, qui est la personne que tu as interviewée? J'ai interviewé un joueur défensif des Cougars de Chicoutimi, Julien Claveau. Il porte actuellement le numéro 50 et ça va être sa deuxième... il s'en va sur sa troisième année de profession. Et quelles sont les prédictions des joueurs? Les joueurs espèrent se rendre dans le top 3 de la Ligue en ce moment. Leurs prédictions sont à jour. Ils sont une place dans les qualifications, mais ils vont voir s'ils vont pouvoir se rendre jusqu'en finale. Est-ce que les blessures peuvent ralentir les Cougars? C'est sûr que c'est un petit peu tannant au niveau des joueurs avec les blessures, même avec l'équipe en tant que telle, mais ils réussissent quand même à passer à travers, malgré toutes les blessures qu'ils ont sur le côté. Les joueurs réussissent à performer sur le terrain. Quelle est la motivation première de l'équipe? Julien Claveau m'a affirmé que l'équipe est de plus en plus regardée par les recruteurs universitaires, ce qui fait que leur motivation première est de justement se faire une place au sein de ces équipes de haut niveau. Et c'est vraiment ça que leur motivation première. Quelles sont les difficultés rencontrées par un athlète étudiant? C'est sûr que c'est quand même assez difficile, surtout sur le terrain et aussi dans les classes. Il va falloir qu'ils performent au niveau scolaire et au niveau sportif pour pouvoir justement avoir une place sur le terrain. Que vaut la famille dans une équipe? Julien m'a affirmé que les Cougars de Chicoutimi sont comme une grande famille. Ils font tous ensemble, tout au complet, là, je peux pas trop comme dire. Aussi, leur entraîneur en chef, Nick Menacci, Julien Claveau m'a affirmé qu'ils étaient très proches de ses joueurs, ce qui fait qu'il peut quand même pouvoir parler de certains petits problèmes avec le coach. Merci Ryan. Alors maintenant, nous allons parler de la Ligue de cross à Saint-Eustache avec M. Guillaume Bélanger. Bonjour Guillaume. Bonjour Thierry. Alors, quelle est la personne que tu as interviewée? Moi, pour ma part, j'ai interviewé Normand Sédilotte, un des membres fondateurs de la crosse à Saint-Eustache. La crosse est-elle encore présente? Oui, elle est encore présente. Malgré la pandémie, on a vu une petite perte de popularité, mais comme il a si bien mentionné, à court terme, on va peut-être en perdre un peu, mais à long terme, on va voir un regain là, assez flagrant. Quelle évolution il y a eu principalement dans la région? Dans la région, dans le fond, la crosse a commencé à Blainville, qui est une petite ville un peu plus loin de Saint-Eustache. Puis c'est un club solo à ce moment-là. Puis avec l'aide de Normand Sédilotte et de quelques membres de la ville de Saint-Eustache, on a pu introduire la crosse à Saint-Eustache. Et pas plus d'1 an après l'ouverture, la crosse s'est agrandie dans la région, qui regroupait au-dessus de maintenant 6 villes, entre autres 2 montagnes, Sainte-Marthe, Oka et j'en passe. Là. Et quelle évolution l'association souhaite avoir dans les prochaines années? L'association souhaite s'agrandir surtout, mais de voir une expansion à travers le Québec en entier. C'est sûr qu'on souhaite agrandir le plus possible l'association de cross, puis que ce soit de l'ouvrir en région éloignée ou que ce soit de l'ouvrir dans d'autres parties du Canada. Puis comme la cross est un sport autochtone originellement, on souhaite vraiment introduire les communautés autochtones pour nous aider à apprendre
ce nouveau sport aux jeunes des régions, que ce soit aux jeunes ou aux adultes, là. Merci, Guillaume. Et finalement, nous allons parler des entraîneurs, une force de l'ombre, avec Émy Royer. Bonjour, Émy. Bonjour Thierry. Alors, tout d'abord, l'entraîneur a-t-il vraiment une importance sur l'athlète? Oui, il y a une importance. Et pour cela, j'ai interrogé la championne québécoise aux 800 mètres et aux 1500 mètres en athlétisme, Marianne Rochette. Et elle m'a dit que justement, l'entraîneur avait une importance sur ses pratiques et même sur ses victoires. Elle a même utilisé le terme « créer » en voulant dire que c'est lui qui la créait. Donc, on voit vraiment qu'il y a un impact fort sur l'athlète. Alors, que représente réellement l'entraîneur? Ça représente une figure d'autorité, mais c'est pas seulement ça. Oui, c'est lui qui va dicter justement un peu les entraînements et le régime de l'athlète, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi un modèle pour celui-ci, puisque avant d'être un athlète, ça reste que c'est aussi un humain comme nous tous. Donc, il suit justement un peu le modèle qui est son coach. Donc, l'athlète, justement, il voit comme une représentation positive dans celui-ci. Les athlètes peuvent-ils y arriver quand même sans entraîneur? Ils peuvent y arriver, mais pas aussi facilement qu'avec un entraîneur, c'est sûr, puis peut-être pas avec un niveau aussi bon. Puis justement, j'ai discuté avec Marianne à ce sujet. Elle a été 2 mois sans entraîneur. 2 mois qui, selon elle, a été super difficile au niveau justement de la motivation. Elle manquait de motivation. C'était plus difficile justement parce qu'elle n'avait personne pour qui la pousser. Si on garde en tête justement que l'entraîneur, c'est quelqu'un d'important pour eux, justement, il n'y avait personne pour qui faire cela. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que oui, un entraîneur est souvent nécessaire pour atteindre un niveau supérieur. Et un changement d'entraîneur, ça peut-il vraiment impacter un athlète? Oui, ça peut avoir un impact. Et justement, des fois, ça ne fonctionne pas avec l'entraîneur et justement le sportif. Des fois, c'est la connexion qui ne fonctionne pas. Donc, comme si on prend l'exemple du joueur Cole Caulfield du Canadien de Montréal, lui, ça ne fonctionnait pas avec Dominique Ducharme. Et le changement, justement, avec Martin Saint-Louis, il est devenu un joueur offensif, un joueur d'impact même pour son équipe. Ça a augmenté vraiment sa performance. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que justement, des fois, le changement est nécessaire pour avoir un meilleur compte rendu. Merci beaucoup, Émy. Alors, je tiens à remercier nos 6 journalistes Jérémy Corriveau, Marion Carré, Louis Chevalier, Ryan Aubin-Blackburn, Guillaume Bélanger et Émy Royer pour avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle édition du magazine Sur le plateau. C'était Thierry Simard et je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro.